Bonjour. J'accueille avec plaisir chez Agora et ICI Télévision M. Hassan Baksis, écrivain qui nous parle de Colmar en France. Il est originaire du Maroc, auteur de 3 romans, La Facture, De l'autre côté du miroir et son tout dernier, Les engrenages du destin. Hassan Baksis est récipiendaire du grade de chevalier dans l'ordre de Palme académique en 2014. Il est aussi membre de l'association des membres de l'ordre des Palmes académiques AMOPA. Ici Kamal Benkiran, chez Agora, ICI Télévision Montréal. Bienvenue parmi nous. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, c'est Hassan. Bonjour, merci beaucoup. Ravi d'être parmi vous. Avant qu'on commence, j'aimerais bien vous remercier déjà de l'invitation et remercier toute l'équipe organisatrice et puis de cette belle émission littéraire qui porte un nom qui est assez évocateur, Agora, qui évoque quand même la Grèce. Merci beaucoup. Donc, ça fait plaisir surtout d'accueillir non seulement l'auteur que vous êtes, mais vous êtes un mathématicien, professeur agrégé, enseignant des maths. Les maths et les lettres, c'est une belle fusion que vous savez exercer dans les règles de l'art, on va le dire comme ça. Alors, on va commencer par parler justement de vos romans et leurs thématiques. Commençons par La Facture, qui est votre premier roman, un simulacre de vie dont les enfants payaient une facture qui n'était pas la leur. C'est à vous, c'est Hassan, La Facture. oui, alors pour La Facture, c'est mon premier roman. Et c'est vrai que c'est un roman que j'avais écrit au départ, mais c'était seulement pour le cercle familial, en fait. C'était un roman qui avait une vocation thérapeutique, parce que j'avais quand même eu une enfance assez compliquée. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai écrit une autobiographie qui est vraiment très intéressante, puisqu'on voit pendant tout le récit du livre, on voit le ressenti de l'enfant que j'étais, l'adolescent, puis l'adulte et puis le père. Et donc, pour l'extrait que vous soulevez, en fait, moi, je suis né juste après le protectorat et je suis né dans une ville industrielle qui s'appelle Mohammedia. Et à l'époque, il y avait de la main-d'œuvre, donc pratiquement tous les mamans travaillaient, les 2 parents travaillaient. Et donc, pour les enfants de mon âge, quand j'étais petit, il n'y avait pas de garderie, il n'y avait pas de classe maternelle, il n'y avait pas d'école maternelle en fait. Et donc, il y avait des garderies d'un certain âge, on était parqués, les enfants des quartiers, ils étaient parqués dans un garage toute la journée. Et donc, j'ai écrit ce livre. C'est pour ça que je dis que les enfants, par manque de structure, à l'époque, ils ont payé quand même de leur enfance, ils ont payé leur enfance pour ça, parce qu'il y a des manques de structure. C'est pour ça que je dis que les enfants, ils ont payé une facture, mais qui n'était pas la leur. Qui n'était pas la leur. Ouais. Et puis quand vous dites l'écriture, c'est toujours une thérapie qui permet justement par la résilience, on va dire, de se réconcilier quelque part avec un passé. La Facture, donc ça c'est votre premier roman édité chez Edilivre. Votre deuxième, Au-delà du miroir, là on parle d'un roman psychologique qui relate le destin de Fatima et Oulria. Donc voulez-vous nous en parler, Hassan? Le deuxième, c'est vrai qu'il était, même s'il est plus dense, plus volumineux, il était moins compliqué que l'autobiographie. Parce que quand on écrit un roman autobiographique, si j'ose dire, la plume est trop proche du narrateur. Donc c'est quand même très très compliqué, il faut avoir toujours de la distance. Alors qu'avec ce deuxième roman, c'est un roman romanesque dans lequel je relate l'histoire, c'est vrai, de Fatima qui est la maman, mais de 2 filles jumelles. Et dans cette histoire, c'est une histoire qui est foisonnante et dans laquelle je montre aussi l'ingéniosité des Marocaines, des femmes marocaines, le courage des femmes marocaines, la puissance des femmes marocaines dans ce livre, parce que franchement, on voit l'évolution de ces 2 filles qui vont perdre leur maman pendant tout l'itinéraire. On voit plus la présence des femmes que des hommes. Et d'ailleurs, dans ce livre, on voit que la majorité des personnages, la plupart sont des femmes.
Il y a peu d'hommes qui sont des personnages dans ce. Donc on Et va donc considérer que c'est quelque part un hommage aux femmes et peut-être même à la femme marocaine. Exactement, c'est un hommage à la femme marocaine, tout à fait. Vu la D'accord, nature et la sensibilité de l'histoire, Mhm. c'est un hommage aux femmes, au courage des femmes. Au courage des femmes qui sont résilientes et qui travaillent aussi, qui sont là, des femmes qui sont même dans la campagne, hein, dans des environnements qui sont très durs et qui sont résilientes, qui soutiennent leur famille, qui sont toujours présentes. Mais un roman psychologique où vous décortiquez aussi, en quelque sorte, on va dire, la société marocaine avec tous ses composants. Exactement, parce qu'il s'agit en fait de deux sœurs jumelles qui ont perdu leur mère à l'âge de 3 ans. Et donc leur maman Fatima, il va avoir un pacte, un pacte avec Horia. D'où Oui, les l'œil que vous voyez sur la couverture, c'est l'œil de oui, Horia qui veille sur les filles. Et les filles, en oui, fait, comme ils n'ont pas eu de chance, ils regardent l'arrière-plan, c'est-à-dire l'arrière du miroir, c'est un signe oui. qu'ils veulent voir autre chose que ce qu'on leur montre. Et là, C'est ça le. on peut deviner aussi la communication que vous avez eue avec la personne qui a conçu la couverture avec cet œil. Vous l'avez bien expliqué. Et peut-être il a saisi aussi donc, le message. Donc c'est au-delà du miroir. Le deuxième de notre invité de ce jeudi chez Agora, Monsieur Hassan Baksispi. Le troisième, Les engrenages du destin, un autre roman de notre invité, publié chez Eddy Livre, dont on va parler en détail après la pause. Mais c'est un livre qui est préfacé par un professeur des arts et un artiste peintre, en la personne du docteur Monsef Sedki Alaoui, qui a fait la préface de ce livre, Les engrenages du destin. On va parler en détail, mais on va le faire après cette pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Notre invité de ce jeudi, M. Hassan Baksis, qui nous parle de Colmar en France. On vous revient. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora. J'accueille Hassan Baksis, mathématicien et romancier. Une magnifique fusion entre les maths et la littérature. Auteur de 3 romans. On va parler de son troisième. On a parlé des 2 premiers, à savoir La facture au-delà du miroir. Le troisième, Les engrenages du destin. Je parlais tout à l'heure de la préface faite par le professeur M. Monsef Sedki Alaoui, qui a préfacé ce roman. Sincèrement, à la lecture, on a l'impression que c'est un roman d'histoire. Vous affirmez que ce livre, au début, n'est pas un livre d'histoire, M. Hassan, même s'il est émaillé de quelques références bibliographiques et autobiographiques. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire justement ce roman qui paraît un roman d'histoire, mais qui ne l'est pas dans le fond? Ben, écoutez, pour être honnête, c'est un livre que j'aurais voulu écrire en premier, puisque je vis en Alsace depuis pratiquement 42 ans, et ma femme est alsacienne, Mhm. et donc toute sa famille a vécu en fait les 3 guerres. La guerre de 1870, qui a opposé Napoléon III au roi de Prusse, Guillaume Ier. En 1870, Strasbourg est embrasé. Hein. On parle de l'embrasement de Strasbourg à l'époque, en 1870. Et donc, c'est une famille qui a connu déjà cette guerre de 1870. Ensuite, il a connu la guerre de 14-18, le grand-père 14-18. Et ensuite, son oncle a connu la guerre de la Deuxième Guerre mondiale en tant que malgré-nous, c'est-à-dire les gens qui ont été enrôlés de force par les Allemands. Il faut savoir que cette région-là a une spécificité, l'Alsace. C'est-à-dire qu'elle n'était pas seulement occupée comme le reste de la France, mais elle était annexée. C'est-à-dire que c'est un territoire qui était un territoire allemand. Mhm. Et une personne, par exemple, qui est née juste avant 1870, c'est-à-dire français, s'il a vécu 75 ans jusqu'à 1945, eh ben, il aura vécu 5 nationalités. C'est-à-dire la nationalité française, allemande, et puis après le 45, française. Donc c'est quand même
c'est quand même, j'ai vu qu'il y avait un terreau identitaire ici qui était très intéressant dans l'écriture littéraire. Ça, c'est d'une part. Et en plus, ma belle-mère qui avait un restaurant ici à Colmar, un restaurant à Colmar, et qui datait vraiment de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un restaurant qui était fermé depuis que je connais ma femme, il est toujours fermé. Et Ok. pour garder la licence, elle devait toujours l'ouvrir 8 jours par an. Et ce qui fait, c'est moi et c'est moi qui avait ouvert ce restaurant avec elle. Et on restait Mhm. à chaque saison, on passait les 8 jours dans ce restaurant-là. Et elle m'a Oui, raconté des histoires de sa famille, de ses parents, de ses grands-parents, de son frère qui était malgré nous, qui est parti en Russie, Auguste, et qui n'est jamais revenu. Et ok. suite à ça, sa mère, vraiment, il a perdu la tête. Et donc, c'est Oui. une histoire familiale, en fait. C'est une histoire C'est une histoire de familiale, famille, oui. exactement. Et je me suis dit, un jour, je vais quand même faire plaisir pour l'écrire. Et j'ai vu quand même que la densité des références faut avoir, la lecture, euh, et j'ai lu au moins une vingtaine de livres d'histoire pour écrire. Parce Oui, que, pour mettre à jour cette histoire. voilà, c'est-à-dire que je ne peux pas écrire l'histoire de deux familles qui ont traversé tous ces guerres sans parler de l'histoire des guerres. C'est ça, en Oui, fait, ben, et justement. Et vous avez justement conçu vous avez justement conçu par cette histoire, parce que là, on est en Alsace-France, puis Cordoue, Andalousie. Là. Puis il y a le mariage de deux familles. On parle de exact, l'Alsacienne Marie, qui devient l'aimante de Omar, qui est l'Andalou. Et puis, la fatalité du destin, ces engrenages, va mettre les deux familles en branle. C'est-à-dire, il va y avoir cette terrifiante guerre dont vous parlez. Mais c'était aussi terrifiant que cela, hein, justement. mais oui, parce que la famille andalouse qui a quitté l'Espagne à l'époque, c'était en 1898. Oui, 1898, beaucoup d'Espagnols ont quitté l'Espagne parce qu'il y avait la guerre hispano-américaine. tout à fait. L'Espagne elle a perdu pas mal de colonies comme Porto Rico, ils ont perdu Cuba, ils ont perdu les Philippines, et ainsi de suite. Et il y avait des tensions internes en Espagne. Et donc, ce qui fait, cette famille, andalouse, mais qui est d'origine marocaine, a quitté l'Espagne et il est venu s'installer donc à l'est de la France. Et Oui. donc, ce qui fait, ils ont pris une situation compliquée pour tomber dans une situation encore plus compliquée, comme dans un territoire qui est annexé. Oui. Et donc, c'était parti vraiment, comme on dit, en cacahuète. C'est vraiment Oui. l'escalade. Et on voit quand Hmm. même que le destin n'était pas facile, en fait, pour ces deux familles. Parce qu'ils Oui, se tout à sont fait. mariés. Et ce qui est extraordinaire, et ça reste implicite, c'est quand même la force de l'interculturalité. C'est-à-dire que ces deux familles Oui. qui viennent d'horizons différents, de cultures différentes, de religions différentes, ils vont, ils vont être solidaires dans les situations les plus invraisemblables. Et puis il va y C'est ça avoir qui... des situations, justement, parce que vous l'avez magnifiquement bien décrit au fil du récit. La page 192, cet extrait, permettez-moi de le lire brièvement. Lucie Zara réfléchit quelques secondes, puis répond: définir la folie, c'est en soi un casse-tête qui rend fou. Je ne sais pas si la définition de la folie univoque un dépassement de soi, une fragilité, une sensibilité plus accrue que chez les autres, ou bien une forme de maladie. Parce que là, finalement, Lucie Zara, il me semble qu'elle parle de sa mère, de Marie. Exactement, Et puis, tout à fait. finalement, elle parle de cette folie. Comment faudrait-il assimiler cette folie? Est-ce qu'on parle de la folie de la passion, de l'amour, de la folie de l'exil? Comment faudrait-il le comprendre, M. Barcis? Ben, en fait, vous parlez de Marie, la femme de Lucie Zahra. Et Mhm. ben, Zahra, il avait beaucoup de délicatesse parce qu'elle savait que sa maman était fragile à un moment donné. Mais ma Marie, quand elle était en bonne santé encore, ben, c'est une femme qui avait beaucoup de caractère et qui avait vraiment la tête sur les épaules, qui était Oui, vraiment très, très solide, une femme solide. Et du coup, Lucie Zahra, elle a découvert sa maman dans des fragilités, mais qui sont trop profondes. Mais en fait,
et elle avait du mal à comprendre que sa maman, il a eu en même temps deux deuils à régler. Il y a le deuil de son mari qui est décédé, et après il y a le deuil de son fils qui n'est pas revenu de Russie. Oui. Et donc elle a glissé, elle a sombré dans un univers qui nous échappe et qui vraiment, et qui nous met dans une situation où on se demande c'est quoi la folie en fait. Parce que ça ne correspond pas à la définition classique qu'on a de la folie. Comme vous dites, la perte de repère, par exemple. Exactement. Et donc, il a glissé, sans vouloir déflorer le roman, il a glissé vers un univers qui nous échappe. Parce qu'elle va passer sa vie au cimetière militaire de Colmar. Oui, à y aller et venir pour voir ça. Très bien, on va relancer ça, on va le faire après la pause pour continuer notre discussion avec notre invité d'aujourd'hui, M. Hassan Baksis. Restez avec nous, on vous revient, mesdames et messieurs. Je suis de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Agora, chez ICI Télévision, avec M. Hassan Baksis, mon invité de ce jeudi. On parle de son tout dernier, Les engrenages du destin. J'arrive avec vous au récit du fil, c'est Hassan Baksis. Marie mourut et laissait Lucie Zara continue à être hantée de cette histoire. Elle disait que les murs dans les maisons continuaient à résonner et que la musique alsacienne et andalouse était encore bien vivante. En quoi ce travail de mémoire, justement, pour Omar qui est en horticulture, Lucie Zara en écriture, Catherine en danse, en quoi ce travail de mémoire contribue-t-il à consolider leur sens de l'humanité, justement? Eh bien, moi, je vais juste aller vers une référence de Boris Cyrulnik, qui est un spécialiste, c'est un neuropsychiatre, un spécialiste dans la reconstruction et dans les problèmes de la résilience. Oui. Dans les cas de difficulté, il a en fait 3 catégories. Il dit dans son livre intitulé J'écrirai la nuit, j'écrirai du soleil. Oui. Dans son livre, il dit la chose suivante. Il dit que en fait, il y a le manque invite à la créativité, la perte invite à l'art, la perte quand on perd quelqu'un, et il dit l'orphelinage, il invite à l'écriture du roman. Oui. Ça, c'est ce qui est marqué sur la 4e de couverture du livre. Vous pouvez le regarder sans problème. Et donc, si vous voulez, l'écriture, c'est une passion, pour moi en tout cas. Mais dans le cadre des personnages, c'est vrai qu'il y a nécessité de trouver une passion pour occuper l'esprit. Parce que vivre dans les conditions où vivaient les personnages, c'était trop difficile. Oui. Alors, il y a la musique, il y a la musique, Tarek, il faisait de la musique, par exemple, Fatima, il faisait l'art plastique, il faisait de la peinture. Zara, c'est l'écriture. Il y en a qui font, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y en a qui font aussi comment on appelle ça, qui collectionnent des objets anciens. Oui, chacun a en fait une passion. Il y en a qui font la danse aussi. Oui. Et donc, ce sont des occupations qui permettent d'occuper l'esprit et qui permettent aussi de se détacher par rapport aux difficultés dans lesquelles on se trouve. Et heureusement, parce que sinon, je ne sais pas comment ils peuvent vivre. Et quand elle parle de musique, en fait, quand elle parle de la musique andalouse, elle pense à son père. Elle passe à son père et à son grand-père qui faisaient de la musique andalouse. Oui. Et donc, pour elle, c'est une façon de dire que elle en avait assez d'écouter le bruit, en fait, le bruit qu'on appelle des chaussures. Vous savez, les chaussures des Allemands. Des bottes. Oui. Exactement. Ils passent dans les pavés. Il y a des pavés à Colmar, et donc ça faisait toujours du bruit, mais incessant. Et donc, ce qui fait elle fait toujours dans sa tête que c'est la musique alsacienne et la musique andalouse, celle de sa maman et de son père, parce que c'est une fille qui est...
Et finalement, ça rappelle, ça interpelle justement au niveau de l'humanité. On peut voir, mesdames et messieurs, à la page 338, M. Hassan Baksis, justement, près de ce monument où le président Sarkozy avait prononcé son discours le 8 mai 2010. Vous affirmez qu'il a su trouver les mots appropriés. Je suis venu aujourd'hui en Alsace séparer une injustice, celle subie par les malgré nous. C'est un exercice de mémoire que vous évoquez. Là, il nous reste juste 2 minutes. J'aimerais vous laisser avec nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent au Canada avec la lecture d'un extrait de ce livre que vous pouvez commenter. Un dernier mot de votre part. C'est à vous, M. Hassan. Alors moi, je vais lire de Gaston, parce que Gaston, c'est un soldat, mais qui était fragile. D'accord. Il était très fragile. Alors Gaston était accaparé par des angoisses et des ruminations pessimistes. Il tremblait de peur la nuit. Dans ces moments où les âmes vacillèrent sur la violence du doute et lorsqu'une tension s'exacerbait dans les esprits, certains compagnons demandaient à Omar de réciter des versets de Coran sans en comprendre la teneur. Son camarade Gaston, qui entendait souvent Omar annoncer les versets à voix basse, était plus insistant. « S'il te plaît, frérot Omar, récite un verset du Saint-Coran. Je sens que ça me fait du bien, disait Gaston d'une voix tremblante d'enfant perdu. Dans cette pénombre tenace de la tranchée, Omar ne voyait que des prunelles étincelantes de ses camarades qui jaillissaient comme des lueurs d'espoir. Dans cette obscurité improbable, Omar ferma les yeux et se lança à réciter des versets de Coran avec son indicible voix qui exulte. Et soudainement, l'antre de la tranchée où ils étaient confinés se métamorphosa en allure paisible de méditation et tout devint silence. Toute la tranchée était plongée dans le plus complet du silence. Ses compagnons avaient le sentiment que la voix d'Omar venait de loin, de plus profond que lui-même, une voix douce, d'élévation, une voix pénétrante, tremblante et parfois convulsive, modifiée par l'émotion qui hérissait les poils à tous ses camarades. Et lorsqu'Omar cessa de psalmodier les versets du Saint-Coran, un calme de quiétude apaisant dominait les tranchées. Le calvaire devint moins pesant et un calme divin s'installa. Tous ses camarades écoutaient sans en saisir le sens, mais sentaient l'effet magique et l'impact sur leurs âmes. Pour chacun, et chacun jouissait de son propre abandon au fond des tranchées peu lumineuses, ce qui attesta de l'innombrable force de la foi d'Omar. Et soudain, un vent de liberté dans leur âme murmurait-on chez ses camarades, un sourire lumineux apparaît sur le visage de Gaston. Très bien. Alors, c'était tout le temps qu'on avait, malheureusement. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cet extrait. Merci beaucoup de votre présence, M. Hassan Baksis, auteur de Les Engrenages du Destin, puis auteur de ces 2 premiers romans, La Facture et Au-delà du miroir. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran chez vous, avec Agora, ici Télévision. Portez-vous bien. À jeudi prochain.